Bienvenue à tous, c'est l'heure de midi ensemble. L'anorexie mentale et la boulimie sont des troubles sévères du comportement alimentaire. Ce qui caractérise l'anorexie, c'est la restriction volontaire des apports alimentaires par rapport aux besoins et cela entraîne de ce fait un poids anormalement bas. Ce qui caractérise la boulimie, ce sont des épisodes récurrents de frénésie alimentaire qui sont suivis de stratégies compensatoires comme les vomissements et la prise de laxatifs. Le poids est souvent normal ou bien élevé. Ce sont deux entités cliniques distinctes mais avec des composantes communes dont la principale est l'obsession de la silhouette et du poids. Elle touche principalement les jeunes filles. Alors derrière chaque malade anorexique, il y a une crainte d'évolution vers la boulimie. Derrière chaque malade boulimique, il y a une anorexie qui ne dit pas son nom. Alors maladie du corps, maladie de l'esprit, addiction, maladie de notre société. Pour parler des troubles du comportement alimentaire très graves, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Paula Brami, bonjour. Merci d'être venue aujourd'hui. Vous êtes nutritionniste. Régine Quélin, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychothérapeute spécialisée en psychosomatique. Et puis évidemment Marie Semelin, qui est avec moi sur ce plateau. Comme chaque semaine, vous avez donc enquêté sur ce dossier. Et puis évidemment Marianne Bougrin. Marianne est devant son ordinateur. Elle interviendra tout au long de cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez lui envoyer vos questions, vos commentaires sur notre email i24midiensemble@i24news.tv. Le trouble sévère du comportement alimentaire, c'est le grand dossier de Midi Ensemble. Reste avec nous. Et c'est donc une maladie qui a un double visage. Les jeunes femmes, peu sûres d'elles, décident de maigrir et leur excès de zèle les conduit à une minceur extrême. Pour les traiter, les professionnels de santé se mobilisent. Mais c'est surtout une thérapie psychologique qui peut rendre à ces femmes une vision équilibrée d'elles-mêmes. Aujourd'hui, la maigreur prônée par les magazines féminins dans les années 90 et 2000 laisse progressivement place à la revalorisation des vraies femmes. Regardez. Tout commence souvent par un simple régime. La jeune femme a dans la plupart des cas entre 18 et 25 ans, se trouve un peu trop grosse. Elle souhaite perdre quelques kilos, alors elle mange moins, élimine les aliments trop gras, trop sucrés. Mais la restriction est trop difficile et c'est là que l'anorexique se transforme en boulimique. La malade se remplit en même temps de nourriture et de culpabilité. Elle se soulage donc presque immédiatement en vomissant. Des maladies que des sites internet sectaires encouragent aujourd'hui. Le phénomène du thigh gap, l'espace entre les cuisses, préconisé par des sites pro-anorexie, a choqué le monde entier. Aujourd'hui, un des problèmes de santé publique les plus importants, c'est le surpoids et que paradoxalement, les représentations que l'on a du corps sont extrêmement filiformes, totalement désincarnées. Et ces sites et ces images proposent à des jeunes des pratiques et des régimes qui mettent en péril leur santé et voire même leur vie. 90% des anorexiques sont des femmes. 8% des filles âgées de 15 à 25 ans sont atteintes de troubles alimentaires. Et près de 40% des femmes ont suivi un régime avant leurs 9 ans. En France, 15 000 nouveaux cas d'anorexie et de boulimie sont détectés chaque année. C'est presque une maladie idéale, malheureusement, dans notre société. On félicite toujours quelqu'un qui maigrit, on attaque toujours quelqu'un qui grossit. Malgré des chiffres alarmants, l'anorexie et la boulimie restent des maladies cachées. En avril dernier, l'Assemblée nationale française a créé un nouveau délit puni d'1 an d'emprisonnement et de 10 000 € d'amende visant à réprimer l'incitation à la maigreur excessive, notamment de la part de sites internet pro-anorexie. Quand on est malade, on a une sidération. La maladie prend le pas sur le sujet. Lorsqu'on est malade, on devient la maladie. On devient une leucémie, on devient un accident, on devient une anorexie. Et en fait, en jouant avec les soins culturels, on s'aperçoit vraiment qu'on relance soi. Une maladie qui tourne à l'obsession et qui a ses propres rituels. Pendant la préparation des plats, les anorexiques subtilisent les plaquettes de beurre et l'huile pour empêcher de les mettre dans les aliments. Les malades ont l'habitude de passer le poisson sous l'eau pour enlever le gras, de cacher la nourriture dans leurs sous-vêtements pour ne pas la manger ou de faire des centaines de tours de lit quand elles sont hospitalisées pour brûler des calories. Elles vont parfois jusqu'à boire plus de 2 litres d'eau pour peser plus lourd et tromper la faim. Aujourd'hui, les initiatives se multiplient au sein des pouvoirs publics pour réconcilier ces jeunes filles avec la nourriture. Au contraire, on veut, je dirais, redorer le blason et dire à quel point manger est un acte. Oui, c'est un acte intime, c'est vrai, c'est complexe, mais la meilleure façon d'être libre par rapport
à manger, c'est de s'en détacher et c'est surtout d'y prendre du plaisir. Les troubles du comportement alimentaire ne concernent pas que les femmes. Selon une étude américaine publiée en novembre 2013, 18% des garçons sont préoccupés par leur poids et leur apparence à un niveau extrême. Alain, 52 ans, souffre d'anorexie mentale depuis l'âge de 20 ans. Cette anorexie m'a permis de dire, ben voilà, moi aussi je peux souffrir, moi aussi je suis un individu, j'ai peut-être le droit aussi de ne pas être la chose parfaite que vous voudriez que je sois, parce que peut-être parce que je suis différent. Mais le web a permis l'émergence de nombreuses initiatives pour dénoncer la dictature du corps mince et sans défaut. L'initiative Real Woman permet aux femmes de s'exposer telles qu'elles sont. À Paris, la Pulp Fashion Week met même les mannequins rondes à l'honneur. Je pense que c'est une très bonne chose. Il faut défendre les mannequins malgré elles, parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles travaillent pour des créateurs qui exigent certaines choses, c'est pas possible, quoi. La santé avant tout et la taille zéro, c'est pas possible. Si les années 90 et 2000 portaient les femmes maigres aux nus, il semble que les années 2010 commencent à louer les femmes sportives et charnues. Un changement qui aura peut-être une influence sur les jeunes femmes et la perception de leur corps. Alors Paula, comment définir exactement cette maladie au niveau médical ? Alors, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, Valérie, la boulimie se définit par des prises alimentaires qui sont extrêmement importantes et dans un temps très limité, très court, et avec un sentiment de perte de contrôle total de cette prise. L'ingestion de cette alimentation est considérable. Ils peuvent manger congelé, froid, chaud, tout en même temps. Et par contre, ce qui caractérise particulièrement la boulimie, c'est systématiquement des stratégies pour ne pas grossir derrière. Donc ces vomissements, ces prises de laxatifs, c'est éventuellement même le jeûne derrière ou un engouement pour des hyperactivités physiques. Quelles sont les causes de ces troubles alimentaires, Régine ? Alors, on parle de pathologie multifactorielle. Il n'y a pas une cause, mais on repère une vulnérabilité individuelle, des facteurs psychologiques, peut-être une fragilité familiale, un milieu socioculturel qui apporte une identité du prêt-à-porter sur un plateau, et souvent la rencontre avec un choc ou un traumatisme. Parce que Marie, il y a quand même un problème. Il y a des jeunes filles quand même qui ne sont pas grosses du tout. Elles ont un problème de perception de leur corps. Oui, ce problème de la perception commence très tôt. Si on prend les chiffres d'une enquête très intéressante qui est faite tous les 4 ans par l'OMS, on s'aperçoit qu'en Europe, le nombre des 11-15 ans qui se trouvent trop gros tourne autour de 50%. Et là, on voit la différence avec la réalité et la perception. C'est que vous le voyez sur cette carte, la France, plus c'est rouge, plus on se trouve gros. La France tourne autour de 50%, alors que c'est un des pays d'Europe où le taux de surpoids pour les adolescents est le plus bas. Alors que si on prend les États-Unis, qui est d'une couleur un petit peu plus pâle, où le taux d'obésité, c'est même pas de surpoids, c'est d'obésité, atteint 17% chez les enfants et les adolescents, il y a une différence et une perception de soi-même qui est totalement différente. Donc on voit déjà l'impact social sur la perception du corps qui est très développé. Et si on prend un peu plus précisément les chiffres en France, un quart des adolescents avec un IMC, indice de masse corporelle qui est normal, se trouvent trop gros, et un tiers de ces 11-15 ans, ce qui est quand même très jeune, pensent à faire un régime ou ont déjà fait un régime. Donc ça pose vraiment la responsabilité de la société. Alors justement, je vous propose, puisque vous parlez de chiffres, Marie, d'en voir d'autres. Regardez le nombre de jeunes touchés par ces troubles du comportement. Ils sont d'abord typiquement féminins. Ils concernent un homme pour 10 à 15 femmes. Depuis plusieurs années, l'anorexie gagne du terrain, malheureusement. Le taux de mortalité de l'anorexie et de la boulimie nerveuse est le plus sévère des troubles des affections psychiques, soit entre 5 et 10% des décès. Alors Marie, on avait tendance à s'en douter, mais là c'est confirmé définitivement par ces chiffres. Il y a vraiment une différence entre les garçons et les filles devant ce problème. Oui, on va le voir, ça vient de la même enquête de l'OMS qui est faite tous les 4 ans sur l'état de santé des adolescents. On le voit, vous voyez, les petits points roses, c'est les filles, les petits points bleus, c'est les garçons. Les filles flottent au-dessus de la masse. C'est un problème qui les concerne beaucoup plus. Là, c'est sur la perception. Est-ce que je me trouve trop grosse ou trop gros? Ça n'est pas sur la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a des propositions de loi qui émergent pour tenter de limiter les incitations à la maigreur, les agences de mannequins qui évidemment sont contre, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent que c'est naturel, que ça n'est pas un problème social. Donc soit il y a un truc à l'intérieur du corps des femmes qui fait qu'elles sont plus disposées à se trouver grosses, soit la société a une responsabilité là-dedans et sur le fait que les femmes se trouvent trop grosses. Alors justement, Régine, pourquoi les jeunes filles, justement à l'adolescence, elles sont si vulnérables ?
C'est déjà le propre de l'adolescence d'être vulnérable avec les changements hormonaux pubertaires, le corps sexuel qui se développe. C'est une période où on est en recherche d'identité. Et puis, c'est une période où on cherche à contrôler ce qu'on n'arrive plus à contrôler. Et comme je disais tout à l'heure, les troubles anorexiques et boulimiques sont un peu comme un prêt-à-porter dans lesquels on peut s'engouffrer et avoir la sensation qu'on appartient à quelque chose et qu'on peut maîtriser. Et puis, c'est aussi un appel à l'aide. Justement, quels sont les signes qui doivent alerter l'entourage, Paula? Alors, les signes les plus importants, c'est une préoccupation constante du poids et de la silhouette, des régimes, etc. Ça peut être aussi des comportements à table qui sont tout à fait nouveaux pour la famille, un tri dans l'assiette, elle mange pendant des heures, etc. Ça peut être aussi un engouement particulièrement important pour des activités physiques et sportives qui n'étaient pas habituelles, un investissement extrêmement important dans la scolarité alors que c'était un élève moyen. Ça peut être également la maigreur que l'on voit, qui se voit au bout d'un certain temps chez l'anorexique, puisqu'elle peut atteindre un poids qui est largement en dessous du poids normal pour l'âge et le sexe. Et ce qu'on voit aussi souvent, c'est des troubles de l'humeur, un repli sur soi, une certaine anxiété, une dépression qui sont vraiment très très importantes. Alors justement, vous venez de parler de poids particulièrement bas. Je vous propose de faire la connaissance de Karine Baumann. C'est un ancien mannequin israélien. Elle pèse aujourd'hui, figurez-vous Paula, 30 kilos. Dans le reportage que vous allez voir dans quelques instants, elle lance un appel au secours. Elle ne parvient toujours pas à manger et risque de mourir si son poids continue à baisser. Cette histoire tragique a bouleversé les Israéliens. Vous nous racontez cette histoire, Marie Semlin. On en parle tout de suite après. Dans la famille Baumann, 4 des 6 enfants ont été mannequins. Une réussite, mais aussi un cadeau qui empoisonne. Ça fait longtemps que je ne me suis pas vue en robe. Parce que tu ne t'habilles plus, tu manques de confiance en toi. Tu te souviens quand on allait à la plage, on s'asseyait et on jouait. Mais je suis triste sur cette photo, j'avais déjà un problème. C'est là que ça a commencé. C'est là que tu as commencé à déjà trop maigrir. Vous voulez reprendre du poids ? Je n'ai plus de force. J'ai du mal à prendre du poids même si je veux grossir. Je le veux et je veux de l'aide. Je veux arrêter tout ça, mais mon corps ne me laisse plus faire. J'ai du mal à manger. Je bois beaucoup et j'essaie de manger beaucoup, mais ensuite je vais vomir. C'est dans ma tête. Ça continue. C'est une maladie cruelle, très difficile et j'ai besoin d'aide. Je ne peux pas y arriver toute seule. Cela fait des années que Karine fait des allers-retours à l'hôpital. Vendredi dernier, elle l'a quitté pour la 12e fois. À chaque fois, les médecins l'alimentent grâce à une sonde et à chaque fois, le tube la dérange. Mais ce qui fait le plus mal, c'est la peur de grossir. Alors Karine l'enlève. En quelque sorte, elle nous dit qu'elle ne veut pas être notre patiente. Ce qu'elle dit, c'est « je ne remplis pas ma part du contrat, je veux rentrer chez moi ». Et c'est là qu'on envisage l'hospitalisation de force. Et lorsqu'on hospitalise de force, la sonde alimentaire fait partie des outils que l'on a le droit d'utiliser selon la loi. Vu qu'on n'a pas le choix et qu'il faut sauver sa vie, nous allons continuer à lui insérer la sonde alimentaire et à lui faire face. Cela fait 7 ans que Karine souffre de l'anorexie. La dernière fois que nous lui avons rendu visite, c'était il y a 4 ans. À l'époque, elle avait encore de la force pour manger et pour se tenir debout. Ce portail, le soir, je viens ici et je le ferme à clé pour que toute la nourriture soit fermée à clé. Je ne veux pas avoir accès à la nourriture. Chaque soir, j'écris dans mon journal. C'est la seule chose que je possède, c'est ma sécurité, mon journal. J'écris tout petit, vous voyez. Chaque soir, j'écris une page. Vous pouvez nous lire ce que vous avez écrit hier soir, par exemple ?
Ce ne serait plus un journal intime. Peut-être un jour, si j'arrive à guérir, je vous lirai tout mon journal. Vous verrez la souffrance que j'ai traversée avant de réussir. Régine, c'est horrible de voir ces souffrances. Elle n'a que les os sur la peau et elle continue à vouloir maigrir. Je ne suis plus sûre qu'à ce niveau-là, elles ont encore envie de quoi que ce soit. Et c'est le drame total de l'anorexie. C'est la preuve d'un autre mal-être, finalement. Ah, mais c'est, comme elle dit, c'est une descente aux enfers. Et je pense que si on pouvait lancer ce message-là, rien que ça valait le coup de faire cette émission. Chers amis, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après une courte pause. Vous allez faire la connaissance de Barbara qui a réussi à vaincre l'anorexie. À tout de suite. Et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue de retour sur le plateau de Midi Ensemble. Aujourd'hui, nous parlons de l'anorexie et de la boulimie. Je vous propose à présent de faire la connaissance de Barbara Leblanc. L'anorexie est une maladie qui touche environ 2% des femmes en France. Et Barbara était l'une d'entre elles. Pour partager son expérience, la jeune journaliste a dédié son premier ouvrage à la maladie qu'il a rongée pendant des années. Anorexie, 10 ans de chaos. C'est le titre de son livre. Elle raconte son expérience avec une maladie où l'extrême maigreur n'est que la face émergée d'une maladie bien plus profonde que ce que l'on peut imaginer. Barbara, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir dans votre émission, Valérie. Alors, vous êtes en duplex depuis votre appartement parisien. Vous êtes l'auteur d'Anorexie, 10 ans de chaos. Pourquoi avoir écrit ce livre ? J'ai écrit ce livre notamment pour faire passer un message, en fait, c'est-à-dire pour expliquer à l'ensemble de la population ce qu'est vraiment l'anorexie, vu de l'intérieur. Et puis, il y a un côté où j'ai écrit ce livre aussi pour moi. Il y avait un gros côté thérapeutique. C'est-à-dire, je voulais tourner cette page de l'anorexie. Je voulais notamment expliquer aux gens combien cette maladie est compliquée quand on la vit de l'intérieur et combien c'est compliqué de la faire comprendre aux yeux des autres. Alors, justement, racontez-nous votre parcours. À quel âge cette maladie est-elle apparue chez vous ? Je suis tombée dans cette maladie l'année de mon baccalauréat, en fait, à la suite d'une mononucléose, où j'ai perdu un petit peu de poids, et puis je me suis dit que j'allais continuer à en perdre un peu, parce que je n'aimais pas spécialement celle que j'étais, enfin le corps que j'avais en tout cas. Donc j'ai commencé un petit régime en supprimant les sucreries, les féculents, etc. Et au fur et à mesure, j'ai supprimé presque l'intégralité de l'alimentation, pour finalement ne manger plus que des fruits, des légumes et un tout petit peu de laitage. Et parallèlement, en fait, je suis devenue potomane, donc c'est-à-dire que je buvais jusqu'à 16 litres d'eau par jour, histoire de drainer tout mon corps et éliminer la moindre bouchée que je pouvais manger. Donc très rapidement, j'ai perdu beaucoup de kilos, si bien qu'il a fallu que je change de taille de pantalon. Et j'ai passé mon bac finalement, je faisais un poids qui était vraiment ridicule. Et j'étais à deux doigts, enfin j'étais vraiment proche de mourir quoi finalement, parce que j'avais plus que la peau sur les os. Et après j'ai eu une phase où j'allais mieux, donc ça pendant 2 ans, 2-3 ans. Et j'ai refait une grosse rechute l'année de mon bac plus 4, où je me suis un peu isolée, enfin même totalement, puisque c'est aussi la base de cette maladie finalement, c'est qu'on vit toute seule dans le monde qu'on s'est créé et qui est uniquement irrigué par l'hyperactivité et la restriction alimentaire. Et j'ai failli mourir à ce moment-là. À 2 heures près, en fait, j'allais mourir, mais j'ai eu ce déclic intérieur de dire qu'il fallait que je me fasse hospitaliser, ce que je refusais depuis des années. Et donc je me suis fait hospitaliser pendant 2 mois. On m'a isolée de tout et on m'a fait reprendre 8 kilos, mais sans aucun suivi psychologique et dans des conditions assez inhumaines, je dirais, puisque j'avais interdiction de me lever pendant 2 mois. Je n'ai pas pris de douche pendant 2 mois non plus parce que j'étais en service de réanimation. Et ma seule occupation, en fait, c'était de manger à ce moment-là et de me refaire une santé. Mais le problème, c'est que dans cette maladie, si on soigne que le physique et pas du tout le mental, eh ben, il n'y a pas de guérison. Donc l'année suivante, j'avais repris un peu de poids, mais je suis retombée dans un cercle d'hyperactivité.
Donc en fait, l'hyperactivité, ça se représente sous forme d'heures très intensives de sport, d'incapacité à s'asseoir même pour écouter un cours ou pour discuter avec quelqu'un, et des réveils nocturnes pour aller courir, par exemple. Et nous rejoignons tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, un téléspectateur qui souhaiterait poser directement une question à Barbara. Oui, bonjour Valérie. Alors effectivement, Lionel de Marseille nous dit qu'il a une fille qui est anorexique, mais le problème c'est qu'il a mis beaucoup de temps pour s'en rendre compte. Du coup, il aimerait savoir, Barbara, comment vos amis et votre famille ont réagi face à cette maladie? Cette maladie, en fait, elle déstructure toute la famille. C'est-à-dire que comme la malade a cette maladie-là, elle va prendre le pouvoir sur son corps, le contrôle, et elle va aussi essayer de contrôler la famille, les repas. Par exemple, moi, je contrôlais entièrement la gestion des repas. Donc, mes parents n'avaient plus accès à la cuisine, par exemple. Ça déstructure donc la famille en entier, et chaque personne de la famille doit retrouver une nouvelle place autour de la malade, qui elle-même ne trouve pas sa place. Donc finalement, toute la famille est un peu en plein chaos. Et du côté amical, c'est un petit peu pareil en fait, puisque finalement, la malade se coupe de tout le monde. Elle n'a plus envie d'aller boire des verres avec les gens, elle n'a plus envie d'aller au restaurant. Donc finalement, les gens ont du mal à communiquer avec elle, puisqu'en plus, elle est uniquement enfermée dans son monde. Donc la seule communication qu'elle a, elle va parler de son poids, du fait qu'elle se trouve grosse, ou du sport qu'elle n'a pas assez fait. Merci beaucoup à Marianne. Surtout, n'hésitez pas à intervenir si vous avez d'autres questions téléspectateurs. Barbara, vous parlez de votre famille. Comment a-t-elle fait pour vivre et construire autour de cette maladie? Finalement, c'est toute la famille qui doit se reconstruire, c'est toute la famille qui doit se restructurer autour d'une patiente qui va vers la guérison. Après, moi, concrètement, concernant ma famille, c'est sûr que mes parents, mon petit frère ont été très, très inquiets pour moi. Ils ont failli me voir mourir, donc c'est très dur pour l'entourage. Après, c'est vrai que c'est difficile encore d'en parler à des moments. C'est quelque chose de très douloureux pour tout le monde. Après, moi, je le dis et je le redis, ils n'auraient pas été là, je ne serais plus sur cette terre, puisque finalement, c'est eux qui m'ont supporté et qui m'ont porté à bout de bras, quoi. Alors, vous avez quand même fini par vous en sortir, on vous voit en pleine forme aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes définitivement guéri, ou bien vous avez encore des craintes de retomber dans l'anorexie? Je pense pas pouvoir retomber dans l'anorexie pour plusieurs raisons. D'abord parce que mon corps, je pense, ne voudrait pas, puisque qu'il a mis des systèmes en place pour que je ne perde plus autant de poids, en tout cas. Que j'ai réappris à aimer la nourriture, donc je vois pas pourquoi je l'aimerais plus. Et puis parce que je pense que si demain ça va pas dans ma vie et que je commence à pas être très bien, je pense que je tomberai plus facilement sous une forme de dépression plus que sous la forme de l'anorexie. Après, c'est un combat de tous les jours, c'est-à-dire pendant toute la phase de guérison, chaque jour je me disais allez, il faut que tu y arrives, il faut que tu t'en sortes. Et même à l'heure actuelle, voilà, je suis guérie. Mais je sais que je reste quelqu'un de très très sensible. Donc les perturbations extérieures et les choses un petit peu douloureuses sont des choses qui sont peut-être plus difficiles à gérer pour des gens qui ont été affectés par ça. Mais en même temps, l'anorexie m'a permis de me construire et d'être celle que je suis aujourd'hui. Si j'avais pas été malade, j'aurais été quelqu'un de différent. Alors justement, Barbara, quel conseil donneriez-vous aux jeunes femmes qui nous regardent et qui ont ce trouble du comportement alimentaire et qui aimeraient elles aussi s'en sortir ? Si je devais donner un conseil donc, aux malades actuelles, à celles qui sont anorexiques, c'est d'essayer de voir la vie d'un côté plus positif, de voir un petit peu ce qu'il y a de beau dans la vie. Mais ça peut être simplement, ça va paraître ridicule à certaines, mais voir une fleur ou le soleil ou des choses comme ça. Essayer dans chaque journée, en tout cas, d'essayer de voir des choses positives. Et puis surtout, de parler, de trouver la bonne personne à qui parler et d'évoquer ce qui ne va pas. Il faut affronter ce qui ne va pas pour passer à autre chose. On a tendance dans cette maladie à s'enfermer, à éviter de parler des sujets qui fâchent. Non, les sujets qui fâchent, il faut les mettre sur la table, il faut en discuter et essayer de les combattre. C'est pas facile, la phase de guérison est très très longue, c'est un combat douloureux. Mais si on est bien entouré et qu'on arrive à parler, on peut s'en sortir, j'en suis la preuve. Merci beaucoup Barbara d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait part de votre expérience.
Alors Paula, on vient de le voir, Barbara s'en est sortie. Est-ce que, selon vous, c'est un cas exceptionnel? C'est pas du tout un cas exceptionnel et heureusement d'ailleurs, Barbara, je crois qu'elle a vraiment tout dit. Elle a compris qu'il fallait qu'elle mange, elle ne voulait pas mourir et elle a la force de vie l'a emportée en tout cas sur cette pulsion de mort dans laquelle l'entraînait sa maladie et puis elle a rencontré les bonnes personnes au moment où il fallait. Il existe des médicaments efficaces? Alors, les médicaments qu'on utilise dans ces pathologies ne sont pas des médicaments spécifiques de l'anorexie ou de la boulimie, ce sont des psychotropes, antidépresseurs, anxiolytiques, systèmes dopaminergiques. On en a besoin souvent parce que ces personnes, le terrain psychologique et l'état psychique le nécessitent. Et ce sont des gens très très fragiles psychologiquement, voire déprimés, voire avec des troubles obsessionnels compulsifs, d'autres addictions quelquefois dans certaines pathologies. Et c'est très compliqué, sans médicaments, de les aider à s'en sortir. Alors justement, Régine, l'accompagnement dans ces cas-là est ultra nécessaire. Comment vous travaillez avec ces jeunes femmes? C'est un pari un peu fou parce que la plupart du temps, elles sont amenées par les familles. Elles n'ont pas toujours envie de venir en consultation. Donc, quand on arrive à établir le lien, c'est déjà un pas absolument essentiel. Et moi, le deuxième pari, et peut-être ça c'est ma formation, c'est que je leur parle non seulement du corps, des chagrins du corps, comme j'aime bien le dire, mais aussi de ce que j'entrevois en dessous. Et je leur dis que je sais que l'apparence n'est que la face émergente et que de l'iceberg. Alors justement, on parle beaucoup de la responsabilité de la société, la pub, les féminins. Dans ce problème, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense que c'est une des composantes. Parce qu'on valorise, parce qu'à l'adolescence, on s'identifie aux modèles qu'on voit dans les magazines. Mais, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la rencontre entre son histoire, un élément, la famille et des choses qui peuvent déclencher. Toutes les jeunes rêvent d'être mannequins, elles ne vont pas forcément tomber dans l'anorexie. Oui, mais enfin, on voit quand même ces photos de ces femmes super minces et peut-être que justement à l'adolescence, on a envie de s'identifier. Le rôle de la société dans tout ça, Marie, à l'étranger, par exemple, il y a un magazine qui a décidé de faire poser des filles, j'ai envie de dire, normales. Qu'est-ce que ça a donné? Alors la suite de l'histoire est plus intéressante que le début de l'histoire parce qu'en 2010, le magazine Brigitte, qui est un magazine féminin allemand, dit non, stop aux mannequins, nous allons faire poser des vraies femmes. Tout le monde en parle, c'est génial, idée merveilleuse, etc. 2012, boum, machine arrière. Ah bah non, en fait, faire poser des mannequins, c'était très bien. Les ventes se sont effondrées et le magazine a décidé de revenir à ça à cause de quelque chose notamment intéressant, c'est que les lectrices disaient que les filles qui choisissaient étaient de toute manière très très jolies, mais qu'elles n'étaient pas mannequins et que ça, c'était beaucoup plus difficile à gérer. Parce qu'une mannequin, on accepte la perfection. Une fille normale, mais qui est juste très jolie, c'est encore plus difficile à vivre. Et c'est à cette occasion-là que nous avons eu une phrase du grand Karl Lagerfeld qui illustre bien la différence entre la réalité et un certain monde, n'est-ce pas? Quand ce magazine a parlé de cette idée, il a dit, je cite, personne ne veut voir de femmes rondes, et j'en rajoute, je cite, vous avez de grosses bonnes femmes assises avec leur paquet de chips devant la télévision qui disent que les mannequins minces sont hideux. Je pense que la vérité est peut-être quelque part entre les deux. Je ne sais pas s'il est vraiment bien placé pour juger les femmes, en tout cas. Alors, quel est le rôle, Marie Semelin, de la société dans tout ça? Au niveau de la législation, dans les différents pays du monde, c'est la même? Alors, il y a plusieurs pays qui ont essayé de légiférer sur cette question. En France, ça a été dans la proposition de loi qui a été étudiée en mars, qui a été rejetée. Les députés ont dit que ça allait d'interdire les mannequins trop maigres, allait créer une discrimination à l'embauche. On en pense ce qu'on veut. Il y a d'autres pays qui ont passé le cap, comme l'Espagne, par exemple, où les vitrines des magasins ne peuvent pas présenter des modèles qui sont en dessous de la taille 38, donc c'est 38 ou au-dessus. Ou en Italie, où les mannequins de moins de 16 ans n'ont pas le droit de défiler. Ou en Israël, par exemple, qui est le premier pays à avoir établi une législation sur cette question, où il faut avoir un IMC de 18,5, qui est la taille limite à partir de laquelle on est considéré comme ayant un poids normal. Si on est en dessous, on ne peut pas défiler. Donc, il y a d'autres pays, la Belgique et la Grande-Bretagne, ou les États-Unis, qui ont pris des mesures même faibles sur cette question. La France, pour le coup, est très en retard. Moi, je vous propose de retrouver une bien jolie femme pour les questions téléspectateurs. Marianne. Oui, bonjour Valérie. Alors, nous avons su le commentaire d'une mère de famille qui est très inquiète pour sa fille. Depuis quelque temps, elle ne mange pratiquement plus. Du coup, elle a perdu beaucoup de poids et du coup, elle aimerait savoir ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut faire pour éviter le pire. Alors, justement,
Paula? Moi, j'ai envie de dire à cette maman qu'elle emmène sa fille chez son médecin traitant, tout simplement, pour faire un petit bilan de santé. Et on profite du bilan de santé pour évaluer l'état nutritionnel. C'est pas très difficile à évaluer. Et à ce moment-là, le médecin adressera, je pense, cette jeune fille et sa maman vers les personnes compétentes, si vraiment il y a danger. Alors, Marianne, une autre question peut-être? Question, celle d'un téléspectateur qui nous dit que ça fait déjà 2 ans que sa fille se lève toutes les nuits pour aller vomir. Toute la famille vit un réel enfer. Elle est même suivie au CHU et rien n'y fait. C'est toujours le même problème. Du coup, que peut-on lui conseiller? Régine. A priori, c'est un calvaire que vivent beaucoup de familles. Qui consulter, on en voit, on va dans des hôpitaux, ça ne marche pas. Déjà, il faut leur redonner de l'espoir. Des fois, ça prend du temps, mais il suffit de trouver les bonnes personnes. Je pense que ce serait bien aussi peut-être de demander l'avis. Il y a des associations. Autrement, donc avec le professeur Rigaud, il y a la clinique Montsouris et peut-être que dans leur région, il y a quelqu'un qui peut les aider de façon encore un peu plus précise, mais qu'ils ne perdent pas espoir. C'est long, c'est très long. Et comme Barbara nous le disait, 10 ans dans la vie d'un jeune, c'est long, mais on peut, si le soin est un peu plus efficace, raccourcir. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec moi sur ce plateau. Malheureusement, cette émission s'achève. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes. Restez avec nous. Midi Ensemble, ça continue dans quelques instants. Nous ouvrirons une page santé. Nous parlerons de la dépression nerveuse. Surtout, ne changez pas de chaîne.